peut se tromper, mais où nous serons assurés que ce qui nous aura été dit n'aura été motivé que par la certitude de ceux qui s'exprimaient, et non pas par les intérêts d'autres qu'ils étaient là pour défendre, alors peut-être on pourra avancer. Et ce sujet-là, des données, de l'information et de l'expertise, c'est à la base de tout. On ne peut pas avoir un débat démocratique si on n'a pas, avant, des informations qui sont fiables, que les gens peuvent comprendre et qu'ils ont à leur disposition. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce sujet-là, il est au centre de tout. C'est vrai pour les citoyens, mais quelque part, c'est vrai aussi pour les décideurs. Car quand nous, parlementaires, avons besoin de savoir quelque chose, par moment, on ne sait pas. Je vous donne un exemple concret de ce que je suis en train de vous dire. En 2009, quand nous avons été confrontés à la grippe H1N1, nous avons eu, à la fin du mois d'août, la directrice de l'agence qui est chargée de la prévention des maladies, qui est venue nous voir à la commission santé-environnement que je vice-préside, pour nous dire, grosso modo, bon, il y a une épidémie, il y en a partout, mais c'est pas très méchant. Donc c'est pas la peine de trop s'énerver avec ça. On travaille sur un vaccin, je simplifie, mais le discours était plus compliqué, plus complexe, mais le sens était bien celui-là. Nous travaillons sur un vaccin, il sera prêt à la fin du mois d'octobre, et il sera mis à disposition des adultes en bonne santé. En ce qui concerne les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les immunodépendants, ce sera pour janvier, après qu'on ait fait les tests. Nous étions fin août. 15 jours plus tard, débarque l'agence du médicament qui nous dit exactement le contraire. On nous dit, c'est très grave, ce n'était pas vrai, parce qu'on savait déjà par l'hémisphère sud que c'était pas vrai, mais nous, à l'époque, on ne le savait pas forcément. C'est très grave, il faut vacciner tout le monde, et on commence par les femmes enceintes, les personnes à risque et les enfants. Et très franchement, j'étais diablement embêtée, parce qu'en France, la politique qui était poursuivie, c'était celle-là. C'est-à-dire, on commençait déjà à dire qu'il fallait vacciner les petits, les femmes enceintes et tout ça. Je me suis dit, mais montez divine, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre chez moi en disant, halte là, l'agence de prévention des maladies dit que c'est du pipeau total? Ou est-ce que, comme j'ai des éléments totalement contradictoires, ben, je ne sais pas et je dis rien. Je dis, je ne sais pas et je dis rien. Bon, ensuite, nous avons compris qu'on avait été totalement manipulés. Et comme par hasard, l'agence du médicament est financée à 80% par les laboratoires pharmaceutiques. Alors que la CDC, elle est complètement financée par des fonds publics. Cherchez l'erreur. C'est une réalité. Tout ceci, c'est un exemple très concret, mais pour expliquer que tant qu'on ne partira pas de ces éléments simples que sont l'information et l'expertise, on n'y arrivera pas. Alors pourquoi est-ce que ça a un rapport avec, Dominique, ce que tu viens de dire, ce que tu as écrit et ce que j'avais écrit? Parce que pour moi, cette troisième chambre, elle s'inscrit dans une logique plus générale de constitution de contre-pouvoir. Si nous voulons de la démocratie, dans un monde où il est si difficile de prendre en compte le long terme, il est fondamental qu'il y ait des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, c'est quoi et c'est qui? C'est la justice. C'est la presse. Non, la justice, ça fait partie du triptyque du pouvoir. Non, en France, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il n'y a qu'une institution judiciaire. Elle n'est pas dedans. Ce n'est qu'une institution judiciaire. Tu n'es pas chez Montesquieu, on peut le regretter. Tu as un pouvoir exécutif, tu as un pouvoir législatif et tu as une institution judiciaire, voire même un service public de la justice. Ce qui n'est pas un pouvoir judiciaire. Et moi, ce que je propose, c'est un pouvoir judiciaire pour qu'effectivement, il puisse entrer dans ce jeu des trois pouvoirs, là-dessus je te rejoins pleinement, et qu'il ait à la fois la pression de ceux qui peuvent agir sur lui, mais aussi la capacité d'agir sur les autres. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Il y a ensuite la presse et il y a ensuite les citoyens. Donc pour moi, cette chambre de la société civile est du long terme. C'était un moyen de répondre à tout cela. C'est-à-dire d'abord de lui donner les moyens d'organiser, de contrôler l'expertise et les conférences de consensus, que nous ne sommes pas fichus capables d'organiser en France. Il y en a eu une en 98, depuis c'est terminé, c'est fini. Donc cet organisme-là, il aurait pu avoir, il pourrait avoir pour mission d'organiser, non pas matériellement, mais les règles de l'expertise
et des conférences de consensus, de manière à veiller à ce que les choses se passent de manière honnête et avec un vrai partage d'informations. Il pourrait disposer d'un droit de proposition de loi. Là, je te rejoins. Il pourrait également recevoir les pétitions des citoyens et les transmettre. J'aurais voulu aller plus loin. Nous avons un certain nombre d'organes de régulation. Le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Conseil supérieur de la magistrature. Ces trois organes, qui sont des organes de régulation et qui ont donc pour objet de régler les différends, en quelque sorte, à quelque niveau que ce soit. Aujourd'hui, comment est-ce que ces gens sont nommés? Comme je viens de le dire, ils sont nommés. Ils sont nommés par qui? Conseil constitutionnel, c'est le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Le Conseil supérieur de la magistrature, il y a une réforme en 2008, donc c'est partagé. Et puis le CSA, c'est une nomination par le président de la République. Moi, ce que je proposais, c'est qu'on passe à un système d'élection par une majorité des 3/5 de l'Assemblée nationale, ou du Parlement, à voir, ouvert, mais de donner à cette troisième chambre un droit de présenter 2 personnes. Ainsi, 2 personnes, au titre de la société civile, pourraient siéger dans les organes de régulation. Ça ne donne pas le droit de nommer, ça donne le droit de proposer au Parlement de dire oui ou de dire non. Au même titre que le président de la République pourrait en proposer 2 et que le président de l'Assemblée nationale pourrait en proposer 2. Donc c'est pour moi quelque chose de plus large. Et en intégrant aussi cette vision de long terme, c'est-à-dire un rôle systématique d'étude en quelque sorte d'impact sur le long terme des choix qui sont faits. Parce que ce qui est caractéristique, et je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur la vision, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes même plus dans le court terme, nous sommes dans l'instantanéisme. On n'a plus aucune vision. C'est la politique de gribouille, c'est la navigation à vue. Il n'y a aucune vision sur le moyen et sur le long terme, alors qu'on est effectivement dans une situation très grave. Je terminerai en disant que cette histoire d'information, elle est très importante, parce que tu disais, Yves, chacun veut jouir. Tu disais, Dominique, vous disiez, préférences individuelles. Oui, à ceci près que les gens n'ont pas du tout conscience de la réalité des risques auxquels ils sont confrontés et de la manière dont, en modifiant assez simplement leur manière d'être ou de vivre, ils pourraient continuer finalement à garder l'essentiel, mais ils pourraient préserver le futur. Parce que pour arriver à cela, il faut une information correcte. Or, nous avons climato-sceptique versus Allègre, Ferry et consorts contre ce que peut dire le GIEC. Pour les, vous le savez mieux que moi, pour les médicaments, on doit batailler comme des fous pour essayer d'avancer, pour faire interdire un certain nombre de produits toxiques. Et les gens se disent, finalement, on ne sait pas. Finalement, on ne sait pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Je suis en train de mener une bagarre sur l'aspartame. Parce que il se passe, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, ce n'est pas le lieu ce soir, mais ce sujet est vraiment un sujet très très important sur le plan de la santé publique. Sauf que on arrive très difficilement à percer dans le grand public parce que c'est étude contre étude. Pourquoi est-ce que pour le bisphénol A, il y a 100 études, il y en a 4 qui sont prises par les industries, qui sont faites par les industriels, qui disent circuler, il n'y a rien à voir, et c'est celles-là qui sont retenues au niveau communautaire par l'EFSA. Il y en a 96 d'universitaires qui disent qu'il y a des problèmes plus ou moins grands, et celles-là, elles sont écartées. Comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce que vous voulez que le consommateur il puisse comprendre quelque chose à tout ça quand le décideur ou le parlementaire que je suis, qui suit ces problèmes, se pose des questions. Donc il faut repartir, je crois, de cette base-là et rétablir la confiance, parce que la confiance, elle viendra aussi de cela. Et nous entrons dans des temps où nous allons avoir terriblement besoin de confiance en nous, de confiance dans les autres et de confiance dans notre avenir. Si on ne passe pas par ce que je viens de dire, on n'y arrivera pas.